Décryptage. Des événements nationaux et internationaux avec nos experts et plus d'éclairage. Décryptage. Décryptage, c'est chaque jeudi avec Mortal Mediouni. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission Décryptage. Décryptage, aujourd'hui, on va décrypter un peu, on est à la veille d'une rentrée sociale. Donc, il y a le front interne, il y a ce qui se passe chez nous, la classe politique, qu'est-ce qu'elle est en train de préparer pour renforcer. D'ailleurs, on l'a vu dernièrement, c'est toujours d'actualité, dans la crise russo-OTAN, que dans tous les pays européens, il y a des discours qui mettent en avant la consolidation du front interne face à cette menace russe, comme en Russie, la consolidation du front interne face à la menace de l'OTAN. Donc, les futures relations avec la France, on est à la veille de rencontres importantes pour essayer de relancer un peu cette relation qui reste une relation passionnelle, elle n'a jamais été au beau fixe, parce que des deux côtés de la rive méditerranéenne, il y a des lobbies qui influencent un peu les décisions des décideurs politiques dans les relations algéro-françaises. Pour cela, je reçois alors une figure que vous connaissez certainement, parce qu'elle a eu la sympathie de tous les Algériens. Cette figure, c'est un chef de parti, et c'est le chef du parti, le président du parti Djil Jadid, qui a été parmi les premiers à dénoncer le 5e mandat et même le 4e mandat qui était un peu un mandat de trop. Donc c'est une figure politique qui a été sur la scène depuis le premier jour et qui à un certain moment, elle a fait le choix de défendre surtout l'intégrité de l'Algérie, l'unité des Algériens face à toutes les menaces qui la guettent. Alors aujourd'hui, je reçois une personnalité qui m'est très chère, parce que moi aussi je suivais ses interventions. Je reçois Monsieur Sofiane Djilali. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci d'être là. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonsoir à tous les auditeurs. Donc, Monsieur Sofiane Djilali, on est à la veille d'une rentrée sociale. Le monde entier, il y a des mutations géopolitiques et géostratégiques importantes. Ce monde n'est plus le monde d'avant Covid. Moi, je l'ai toujours dit que avant Covid, c'était un monde. Après Covid, ça sera un autre monde. Je me suis pas trompé. Finalement, on est dans un autre monde. Et encore, c'est pas encore bien dessiné, mais on aura peut-être une autre carte géopolitique et géostratégique pour très bientôt. On attend l'hiver qui approche. Est-ce que l'Union européenne va rester une union? Est-ce que il n'y a pas déjà des fissures? Mais on va parler aussi de l'Algérie. De l'Algérie, la main tendue du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à toutes les sensibilités. D'ailleurs, il a toujours prôné dans les 54 points un dialogue sans exclusion. Et justement, le front interne, c'est ne pas exclure les gens, discuter, même si on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses ou sur certains points. Mais il y a une ligne rouge sur laquelle on doit être tous d'accord, c'est l'Algérie. Son unité, son intégrité. Je vous laisse, M. Sofiane Djilali. Absolument, vous avez raison que, en fin de compte, la ligne de départage, c'est l'intérêt national. On ne peut pas être dans une position qui affaiblisse ou qui porte atteinte au pays en tant que tel. On peut très bien être contre un pouvoir, contre un gouvernement, faire de l'opposition, mais on n'a pas le droit moral de s'opposer à son pays. Et c'est là où il y a une marge qu'il ne faut jamais dépasser. Vous m'avez fait l'amitié de rappeler un petit peu mon parcours politique en disant que je m'étais opposé assez radicalement à l'ancien régime politique, et vous aviez raison parce que à ce moment-là, je considérais que c'était le pays qui était en danger. Et pour ceux qui suivaient un petit peu le travail de Djil Jadid doivent se rappeler combien de fois nous disions que notre peur était que derrière l'effondrement du régime qui allait être inévitable et inéluctable, et je pense que l'histoire nous a donné raison, mais que derrière cet effondrement, il y avait le risque de l'effondrement de l'État lui-même. Et à ce moment-là, nous disions, notre travail est d'aider le pouvoir à partir. Et jamais nous n'avions utilisé la logique de faire tomber le pouvoir en faisant tomber
l'État national. Et donc, à l'évidence, si on veut du bien pour ce pays, si on a envie que notre pays se développe, que les Algériens puissent profiter des libertés, puissent avoir un certain niveau de vie, puissent vivre tranquillement chez eux, si c'est ça notre intention, il faut surtout pas tenter de briser l'État algérien. Or, il est évident qu'on a vu que est-ce que c'est sous l'effet d'une demande extérieure qui voulait faire pression sur le pouvoir algérien, ou est-ce que c'est un dérapage particulier? Ça dépend, on peut analyser à différents niveaux, mais certains vont trop loin en essayant en réalité de dichotomiser entre le sentiment national et les institutions qui sécurisent l'État algérien, l'État national. Et lorsqu'on essaye d'inverser ce rapport-là et qu'on essaye par la force des choses à détricoter l'État national, c'est que l'intention est soit de reconstruire un autre État d'une autre nature, qui peut être théocratique ou d'une autre nature, totalitaire, ou alors on fait le travail pour des commanditaires. Et dans tous les cas, c'est inadmissible. Donc, l'Algérie est dans une situation aujourd'hui compliquée sur le plan géopolitique, sur le plan interne, mais en voie de se stabiliser. Depuis 2 ans en particulier, je pense que les gros problèmes sont en train d'être déminés pas à pas. Il faut bien comprendre que l'Algérie depuis 2019 a vécu un tremblement de terre. Combien de hautes personnalités qui étaient dans toutes les sphères du pouvoir sont aujourd'hui face à la justice, parfois déjà condamnées, et donc ça signifie qu'il y a eu un bouleversement très profond, une déstabilisation de l'appareil de l'État, une déstabilisation des grandes institutions, et ce n'est pas facile de sortir d'un tourbillon de cette puissance-là, mais je pense que petit à petit, maintenant les choses rentrent dans l'ordre. C'est maintenant aux politiques en général, mais aussi à l'engagement citoyen de voir les perspectives et d'essayer d'aller vers le mieux. Justement, vous venez de toucher à quelque chose de très important. D'abord, il n'y a pas eu l'effondrement de l'État, une période bouleversée, une période de turbulence, et pourtant l'État est resté debout, qu'on le veuille ou pas, grâce à une institution qui est l'institution militaire. D'ailleurs, l'expérience a été tentée aussi pour mettre à genoux cet État en 90, dans les années 90. Absolument. Il y avait personne qui a accepté d'être élu au niveau d'une APC isolée, parce qu'il y avait les assassinats qui se poursuivaient, comme les assassinats contre les journalistes sincères, patriotes. Donc, tout cet effet-là a fait que on a essayé de mettre à genoux cet État, et pourtant une institution est restée debout et a permis à cet État de rester debout, comme ça a été le cas en 99, quand il y a eu la disparition de l'ancien régime, d'accord? Et l'État continue à fonctionner malgré tout. Bon, il y a eu beaucoup de flottements. Justement, vous touchez à quelque chose de très important. Aujourd'hui, quand on voit ces personnalités devant la justice, il y a un grand problème qui se pose pour les citoyens, dans la mesure, et d'ailleurs, Monsieur le Président de la République, lors de la dernière rencontre avec la presse, l'a très bien souligné, cette bureaucratie. Cette bureaucratie, quand vous avez aujourd'hui des responsables qui sont désignés par l'État à la tête d'institutions et qui ne veulent pas signer, ils vous disent « je ne signe pas parce que j'ai pas peur qu'il m'arrive quoi que ce soit ». Ça bloque l'État. Oui. Donc le courage voudrait que cette personne qui a accepté la charge de l'État, qu'elle prenne ses responsabilités ou qu'elle disparaisse. Mais on ne peut pas garder des responsables qui, devant les citoyens, disent « je ne peux pas signer ». Ça bloque et ça désintègre le franc interne, parce que la déception des citoyens, elle est de là, justement. C'est la bureaucratie qui est la plus grande maladie pour ce pays. Oui. Vous savez, la bureaucratie est un phénomène extrêmement complexe. On ne peut pas mettre sur le dos de juste quelques personnes ou quelques intentions. La bureaucratie, c'est d'abord, il faut le comprendre, en Algérie, est venue dans le sillage de la construction de l'État national après l'indépendance, où des choix avaient été faits, en particulier le parti unique, et une centralisation à outrance.
Bon, il faut se remettre dans le contexte. En 1962, il y avait très peu d'Algériens qui avaient un niveau universitaire, donc l'administration était compliquée à mettre en œuvre. C'était difficile de parler de démocratie en ce temps-là et d'état de droit, parce qu'il faut revenir au contexte. Il faut jamais, à partir d'une réalité d'aujourd'hui, faire porter des jugements sur ce qui s'est passé il y a 50 ou 60 ans. Donc, il y a déjà une construction à l'origine de l'administration algérienne. Ensuite, vous avez des choix politiques qui ont été faits les dernières 20 années, des choix malheureux. C'est-à-dire que le pouvoir avait décidé d'une certaine orientation dans le secteur économique, où il voulait libéraliser, mais à un clan ou à la formation d'une nouvelle classe possédante comment? Par simplement la prédation. C'est-à-dire il y avait un transfert des richesses et du patrimoine national qui était étatique vers des centres privés qui récupéraient ce pouvoir-là. Et donc ce processus est compliqué et demande un contrôle des populations. D'où la nécessité d'avoir une bureaucratie puissante qui bloquait les initiatives économiques pour ceux qui voulaient le faire à titre personnel, d'initiatives citoyennes, pour favoriser le développement d'un secteur qui était parasitaire et qui devait récupérer les richesses nationales. Ensuite, à cela, vous allez rajouter le manque de développement. Par exemple, il n'y a pas de numérisation significative dans les structures de l'État. Ensuite, vous avez des réflexes anciens qui perdurent de contrôle systématique de tout ce qui se fait, et on a le sentiment dans le pays que dès que quelqu'un veut investir, dès qu'il prend une initiative, il devient potentiellement un ennemi. Et ça, c'est aussi, ça relève de la mentalité algérienne. Alors, rajoutez à cela ce qui s'est passé depuis 2019, où, à l'évidence, la corruption qui s'était totalement elle a totalement imprégné l'administration. Il y a eu énormément de gens qui se sont retrouvés maintenant face à la justice. Et donc, vous avez une série de réflexes aujourd'hui. L'administrateur qui a peur, c'est une peur, bien qu'il soit intègre, qu'il n'ait aucune mauvaise intention, mais il a peur en se disant les supérieurs m'utilisent, moi je signe et ensuite je me retrouve devant la justice. Vous avez des dysfonctionnements également. Il n'y a pas souvent la coordination qu'il faut entre les différents secteurs de l'administration. Et vous avez aussi toute une série de phénomènes qui bloquent l'évolution normale du pays. Donc, une fois qu'on a fait le constat et le diagnostic, il faut lancer les grandes réformes pour améliorer, pour changer ce fonctionnement-là. Et tout commencera avec le mental. Si vous expliquez aux Algériens que l'administration, c'est un rouage qui est là pour mettre en place des règles de fonctionnement pour que les uns ne marchent pas sur les droits des autres, que le grand ne mange pas le petit, que le petit, s'il a les capacités, peut devenir grand. Mais tout ça dans des règles claires et écrites. À ce moment-là, Monsieur Soufiane Djilali, la numérisation, qu'on n'a jamais voulu, d'ailleurs. Oui, c'est pas une question de moyens. Oui. On a toujours bloqué la numérisation. Absolument. Est-ce que c'est une solution à cette bureaucratie? Quand on enlève les intermédiaires et que le citoyen, partir de son PC, peut obtenir ses droits, ses papiers, ses documents. Quand vous réglez ce type de processus, vous enlevez le pouvoir à l'administration. Et le pouvoir à l'administration signifie la possibilité de corruption. Vous avez à tous les niveaux des fonctionnaires qui sont là, qui utilisent à titre privatif la fonction qu'ils occupent au nom de l'État. Donc ils perçoivent un salaire, mais en réalité ils s'enrichissent de manière fabuleuse en parallèle en utilisant. Bien sûr, c'est un abus de pouvoir. Et donc vous avez toute une administration qui, par réflexe ou par calcul ou par intérêt, va bloquer toutes les évolutions vers la numérisation, vers le soulagement des citoyens. Et donc, systématiquement, par exemple, avant d'investir, vous devez passer par une série de guichets et chacun fait son prélèvement. Et là, vous faites fuir les investisseurs, vous faites peur aux gens. Je ne parle même pas des étrangers, je commence par les Algériens eux-mêmes. D'ailleurs, vous me tendez la perche, Monsieur Soufiane Djilali, quand on voit que le médiateur de la République
a débloqué plus de 900 projets qui ont créé plus de 50 000 emplois. Ça, c'est de la bureaucratie. Donc, quand on voit cette façon de faire déblocage par le médiateur de la République au niveau de certaines wilayas, Oui. où pratiquement toutes les wilayas étaient touchées. Donc, ils faisaient quoi, ces administrateurs, au niveau de ces wilayas? Donc, ils étaient à l'origine du blocage d'une richesse qui d'abord, c'est la création de richesse, la création d'emplois, surtout dans les villes d'intérieur, où l'emploi est très rare. Donc, on explique comment cette façon de faire? Parce qu'il y a des processus administratifs qui ont été mis en place depuis très longtemps et qui n'ont pas été réactualisés et revus. C'était fait dans l'esprit socialiste et je pense que notre administration est encore très centralisatrice, très jacobine et très pointilleuse pour contrôler les citoyens. Ce qui fait, imaginez maintenant, dès que vous allez faire votre registre de commerce, vous commencez à fonctionner, vous allez avoir, avant votre premier client, déjà des dépenses faramineuses que vous devez faire face à cause de l'administration en général. Alors que, juste à côté, en parallèle, vous pouvez être dans l'informel, et là, rien ne vous arrive. Donc, il y a comme un blocage psychologique où l'administration va vouloir contrôler systématiquement ceux qui veulent travailler dans le formel et ceux, par contre, qui sont dans l'informel, personne ne leur demande compte. On a l'impression qu'ils sont encouragés. C'est encouragé, l'informel. Oui, c'est une façon d'encourager. C'est peut-être pas fait sciemment au début, mais pour le fonctionnaire, cela ne lui pose pas problème parce que il n'a pas de compte à rendre à l'administration, il n'a pas de compte à rendre à ses supérieurs et il a moins de travail à faire. Et donc il y a forcément énormément de choses, de réformes à entamer très rapidement. Il faut intégrer cet espace, cet univers informel dans un univers formel, mais qui doit être assoupli. Il faut favoriser l'univers formel et défavoriser l'informel. Et donc, à ce titre-là, il y a beaucoup de mesures à prendre. Moi, je suis pour baisser de façon significative un certain nombre d'impôts, les impôts qui frappent directement ceux qui agissent, ceux qui travaillent. Parce que, en gros, en Algérie, plus vous travaillez et plus vous payez, moins vous travaillez et plus vous recevez. Très juste. Ça, c'est une grave anomalie. Et c'est le prélèvement à la source parce que finalement, c'est les fonctionnaires qui payent le plus d'impôts en Algérie. Il y a toujours ce décalage entre ceux qui sont riches et pourtant ceux qui sont les moins aisés. C'est eux qui payent le plus. Oui, mais d'impôts. Normalement, dans le monde entier, le fonctionnaire, on peut considérer que c'est normal qu'il y ait des prélèvements à la source, mais il faut que ces prélèvements soient raisonnables et que ce soit équilibré avec l'ensemble de la population. Ensuite, le fonctionnaire a un certain nombre d'avantages. C'est ce qui explique que tout de même l'Algérie a beaucoup de fonctionnaires et dans tous les secteurs, c'est-à-dire ça reste attractif parce que justement, il y a la sécurité de l'emploi, vous avez la retraite, vous avez la carte Chifa, etc. Donc il y a des avantages à cela. Justement, il nous reste pas beaucoup de temps, donc je voudrais aborder un autre sujet comme ça rapidement pour ce qui est du front interne. Les dernières festivités du 60e anniversaire de l'indépendance, avec cette démonstration de l'armée algérienne sur ses capacités, son industrie, la capacité opérationnelle de ses équipages, des enfants de ce pays. On a assisté à un engouement populaire extraordinaire pour ces manifestations. Est-ce que c'est pas un signe aussi que finalement il y a un ciment qui est très solide, c'est ce peuple avec son armée qui reste un rempart justement en cette période de troubles, de turbulences à travers le monde, mais avoir ce ciment entre le peuple et son armée, c'est un rempart quand même contre les ennemis de la nation. Non, c'est absolument important qu'il y ait ce rapport de confiance. Mais ça s'explique, c'est la généalogie, j'allais dire, de l'armée nationale. Tout le monde sait que l'Algérie, en tant qu'État contemporain, s'est construite autour d'une révolution armée. Et de par la nature des choses, les premiers militants en armes, en fait, c'était pas des militaires. Il n'y avait pas d'institution militaire avant 54. Il n'y avait pas de formation militaire spécifique pour faire du Djoundi
de base jusqu'au général. Ça n'existait pas. Donc ce sont des gens, des citoyens, des Algériens qui voulaient en finir avec le colonialisme et qui avaient pris les armes. Et de ce fait, les gens les plus engagés, les plus qui avaient mis en danger leur vie, se sont retrouvés dans les rouages de l'État à construire. Et l'armée nationale est devenue donc une institution tout à fait naturelle, comme l'axe principale de formation de l'État algérien, puisqu'elle était déjà plus ou moins organisée durant la Révolution. Elle a formé des cadres, elle a instauré une discipline. Il y avait cet échange entre les différentes parties du pays. Il faut se rendre compte qu'avant 54, les Algériens vivaient chacun dans son patelin, dans sa région. Il n'y avait pas la conscience de tout ce territoire, de cette immensité du territoire. Et donc, l'armée algérienne vient directement du peuple algérien. Exactement. Contrairement à ce qu'il y a dans certains pays où l'armée s'est constituée autour de pouvoirs qui avaient pris depuis quelques dynasties, mais que ce soit des familles régnantes, royales ou à la suite de coups d'État, ce sont des armées qui ont été des instruments de pouvoir entre les mains d'un groupe et qui sont toujours coupés dans certaines armées, vous savez, dans des pays qui sont sans les citer, hein, mais dans notre région, le peuple n'a pas le droit de rentrer dans l'armée. L'armée est sélectionnée à partir des enfants de certaines familles, etc., pour maintenir des classes. Même dans les pays occidentaux, hein, pour intégrer la Navy ou l'Air Force, il faut être d'une certaine catégorie sociale. Ce qui n'est pas le cas en Algérie. Et donc, ce rapport est très important entre la population et l'armée. Alors, il nous reste 5 minutes. Je voudrais aborder le volet international avec vous. On est à la veille de rencontres importantes concernant les relations algéro-françaises. Est-ce que vous ne pensez pas, et je vous laisse tout le temps, qu'aujourd'hui, il est temps à l'Algérie d'imposer ses points de vue à partir du moment où la situation géopolitique et géostratégique, avec cette crise énergétique mondiale, cette demande qui afflue sur notre pays, comme d'autres pays, qui étaient complètement mis de côté dans l'échiquier politique, est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie n'est pas en position de force pour essayer de discuter beaucoup plus à l'aise et d'imposer ses choix? Écoutez, c'est un problème qui est lié à toute une géopolitique qui est en train d'être bouleversée. Vous l'aviez dit tout à l'heure en introduction que le monde était en train de changer et que depuis le coronavirus et surtout avec le conflit de l'Ukraine, en réalité, les germes de ce changement sont là depuis plusieurs années et petit à petit étaient en train de prendre forme. Et là, ça apparaît à l'évidence. Beaucoup de personnes qui avaient prédit, anticipé ça, le voyaient depuis plusieurs années. Et donc, nous sommes dans une phase de basculement. C'est-à-dire que le rapport de force a progressivement changé, tant sur le plan économique, militaire, démographique, que technologique, et que petit à petit, ce qui est le grand Occident est en train de perdre la main sur la géopolitique mondiale. Maintenant, dans cette situation, l'Algérie, pour nous, qu'est-ce qui est important? Ce changement est en notre faveur, clairement. Et il est en faveur des pays qui défendent leur souveraineté. Bon, la souveraineté, c'est l'autonomie de la décision politique, mais cette autonomie de la décision politique doit s'appuyer sur une force interne, sur une puissance interne qui est donnée par l'économique, par les richesses généralement des matières premières, etc. L'Algérie a cette extraordinaire chance de se retrouver dans une position géographique stratégique, mais en plus de posséder des richesses extraordinaires, parmi lesquelles les hydrocarbures. Et donc, il faut savoir raison garder, ne pas très rapidement vouloir utiliser cet instrument dans un rapport de force direct parce que les choses sont fluctuantes, mais en tirer bénéfice au mieux d'un partenariat qui soit rééquilibré. L'Algérie vendait à l'étranger ses richesses naturelles et achetait tout et presque rien avec cet argent-là. Il faut que ces choses changent. Il faut que nous revalorisions nous-mêmes nos richesses naturelles. Et il faut que nous nous libérions des importations massives et éclectiques de tout et de rien et lancer vraiment un appareil productif. Ça peut se faire en rapport avec
les anciens partenaires. Et je finirai avec ça. À partir du moment où l'Algérie dispose de l'énergie à faible coût, par rapport à une Europe qui va s'enfoncer dans une crise très profonde due essentiellement à ce manque d'énergie, l'Algérie pourra devenir une base importante d'une délocalisation d'un certain nombre d'entreprises d'Europe vers l'Algérie. C'est ce que le président Abdelmajid Tebboune a essayé de faire, absolument. est en train de faire avec les nouveaux consortiums entre Eni, voilà, et ça c'est très important, l'apport d'investissement. Et beaucoup d'entreprises qui sont en Europe ne pourront plus être concurrentielles avec ce prix de l'énergie en Europe, et donc qui pourraient être intéressés par délocaliser leurs entreprises. Et c'est là où l'Algérie doit, par intelligence, savoir s'adapter, offrir du travail aux Algériens. Et je me permets de prendre la parole. Il ne nous reste pratiquement même pas une minute, mais en une minute, Monsieur Sofiane Djilali, vous, le grand défenseur des principes démocratiques, des libertés, vous avez pensé quoi quand vous avez vu cette crise russo-OTAN, l'interdiction de Spoutnik, l'interdiction de Arte, le blocage même de certains journalistes occidentaux qui devaient rapporter les faits tels qu'ils les ont vécus dans le Donbass, ces interdictions, elle est où cette liberté d'expression, cette liberté de presse en Europe? Écoutez, je n'ai jamais été naïf au point de croire que la liberté d'expression était une valeur absolue dans l'Occident. La liberté d'expression a ses propres règles et ses propres limites. Dans les pays dits démocratiques, en général, la liberté d'expression est valable pour les jeux politiques internes. Il est évident qu'il y a une opposition, qu'il y a un pouvoir, etc. Mais cette liberté d'expression ne remet jamais en cause les intérêts vitaux et les intérêts nationaux de ces pays. On le voit aux États-Unis, qui sont, on peut dire, les chantres de la liberté d'expression, qui va bien au-delà de ce qu'on peut voir en Europe. Par le premier et deuxième amendement de la Constitution américaine, la liberté d'expression et de porter les armes, et c'est lié, sont, tout le monde le sait, largement appliquées. Et pourtant, l'ex-président des États-Unis, pendant la fin de son mandat, il était encore président, s'est fait censurer par les GAFA, par Twitter, etc. Voilà. Et donc ça signifie que petit à petit, dans le monde tel qu'on le voit, le véritable pouvoir a changé de centre de gravité. Il n'est plus aux États-Unis dans la Maison Blanche, il est dans le cœur d'un autre système. On aura peut-être l'occasion de parler. On a dépassé d'une minute, mais voilà, avec monsieur Sofiane Djilali, j'essaierai, si on me donne le temps la prochaine fois, la grille de programme, si j'aurai 2 heures de temps, ça sera 2 heures de temps, parce que c'est toujours très passionnant de discuter avec vous. Donc voilà, mon dernier mot, c'est l'union sacrée autour des principes et des intérêts nationaux. C'est ça le monde de demain. Tout le monde doit défendre sa nation, et puis voilà, quand on parle de liberté, chaque liberté a ses limites, elle ne va pas au-delà de l'intérêt national. Écoutez, en un mot, vous savez, l'Algérien est fier de son algérianité, et tout le monde sait que l'Algérien est viscéralement attaché à son pays, mais l'Algérien a été très profondément blessé par le régime précédent. Il y a eu une humiliation. Et il fallait coûte que coûte laver cette humiliation, et je pense qu'aujourd'hui les Algériens retrouvent cette fierté-là et vont défendre leur pays corps et âme, et nous sommes tous heureux d'être Algériens. Merci beaucoup sur ce, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs. On arrive au terme de cette émission, et puis je vous dis, allez, continuez, bonnes vacances.